Nous paraissions d'autant moins convaincants que les dirigeants du principal parti politique algérien condamnaient l'arrêt du processus électoral, que d'autres chefs historiques, dont la voix amplifiée par des organisations internationales puissantes et entendues à travers l'Europe, dénonçaient le scandale du coup d'État. Les représentants du fils criaient à la trahison en exhibant le journal officiel algérien qui publiait sans que l'on sache d'ailleurs pourquoi, dès lors que le second tour ne s'était pas encore déroulé, les résultats du scrutin et qui, au-delà du vieux continent, trouvaient des oreilles complaisantes aux États-Unis d'Amérique. Ce mur auquel nous nous heurtons, fait de méfiance et d'incompréhension, est le résultat d'un immense déficit de communication. Chacun de nous, au sein du HCE, s'en rend compte et nous savons tous, au moment où les reproches, les anathèmes et les condamnations pleuvent de toutes parts, que les choses continueront ainsi tant que nous ne ferons pas l'effort d'expliquer nos actes et de convaincre sur nos intentions. Communiquer coûte que coûte. Le système algérien a de tout temps privilégié l'opacité. Abdelhafid Boussouf, membre du CCE, puis ministre du GPRA, pour des raisons faciles à comprendre en temps de guerre, avait institutionnalisé l'omerta. Les murs ont des oreilles. L'ennemi nous écoute. Le silence est d'or. Un secret partagé avec un camarade n'est plus un secret. Les élèves de Boussouf, Qasdim El-Bah, Farhat et Yazid Zarhouni, maître de la police politique après l'indépendance, pour aider Houari Boumediene à consolider puis à pérenniser son régime, avait mis en place un système de contrôle hermétique de la société à tous les niveaux, des APC à l'Assemblée nationale, en passant par les ministères ou les grandes sociétés économiques. Dans les cafés d'Alger ou lors de soirées conviviales entre potes, leurs agents étaient aux aguets, traquant le moindre mot subversif, la plus anodine des phrases. Dans l'armée plus qu'ailleurs, la police politique était présente et vigilante. Sous couvert de la sécurité et de l'armée, elle surveillait et faisait des rapports. Il m'est arrivé d'en parler à Qasdim El-Bah en personne. « Sais-tu, lui ai-je dit, que tes éléments ont mauvaise presse dans l'armée et que dans certaines unités, ils sont carrément en quarantaine. » Il avait fait mine de s'étonner. Son homme choisissait le moment où nous étions réunis pour venir, subrepticement, se mêler à notre groupe sous le prétexte de communiquer un message. Ses grandes oreilles en assiette parabolique, le besoin crée l'organe, n'en rataient pas une. Dès qu'on s'apercevait de sa présence, on ne disait plus le moindre mot, de peur de le voir devenir subversif sous la plume féroce du vigile. La condition d'une bonne communication est la libre créativité. Elle passe par la liberté d'expression. Tout contrevenant aux interdits du régime était passible d'un cul de basse fosse. Chaque responsable vivait sa petite surface de compétence sans chercher d'effet de vague. Même après la disparition de celui qui avait imposé le silence aux Algériens, ceux parmi les responsables qui avaient essayé de réinventer la communication s'étaient heurtés à des lignes rouges. La communication, du fait de la nature même du système, ne peut viser qu'un seul but, la glorification de l'homme providentiel, clé de voûte de la structure du pouvoir. Il n'y a pas de place pour dire autrement les autres parcelles de la vie du pays. Les réalités, quand elles sont tues, ou pis, dites faussement, atteignent les défenses immunitaires d'un peuple et le précipitent vers l'inconnu. Le carcan médiatique qui occulte la vérité coûte toujours plus cher à l'arrivée. J'en saurai personnellement quelque chose des années plus tard, quand des cabales à répétition tenteront d'abuser des magistrats étrangers sur le sens des événements de la décennie 90 et sur ce qu'ont fait les uns et les autres. Conscients des enjeux avant même les législatives de décembre 1991, nous avions voulu remonter la pente, commencer petitement puis prendre de l'élan et investir des terrains jusque-là inaccessibles pour nous. Nous avions pensé à un profil particulier. Ce profil sur lequel nous fondions beaucoup d'espoir devait être un parfait bilingue et avoir au premier abord le profil du bon communicateur. Il devait avoir du bagou, du sens de la répartie, l'esprit alerte, la connaissance du sujet et le sens de la diplomatie. Nous voulions que ce profil fasse du mot république un verbe conjugué au présent et au futur. Il devait prendre à bras-le-corps le sujet,
s'y investir et animer un groupe de travail composé de journalistes, d'écrivains et de personnalités de la société civile. Cette structure aurait pour mission de définir des axes de travail et de dégager des moyens pour exécuter la mission. Dans notre esprit, il ne s'agissait pas simplement de répondre ponctuellement par un communiqué chaque fois que l'armée était prise à partie, mais d'avoir une vision d'ensemble sur la situation que nous vivions, ses causes et ses effets à moyen et à long terme. Nous voulions déchirer le filet tissé autour de nous par une communication qui ne reculait devant aucun mensonge et qui finira par faire de nous des putschistes et des massacreurs de population. Parasités de tous les côtés et hélas, accaparés par tant de choses et de choses, cette structure ne verra pas le jour. Pour le moment, nous n'avons pas un autre choix que celui d'envoyer des voltigeurs auprès de nos partenaires étrangers pour tenter d'expliquer deux choses simples mais essentielles. La nature de l'intégrisme et le sens de l'arrêt du processus électoral. Dans les pages précédentes, j'ai cité Ali Haroun qui s'entendait répondre là où il se rendait que nous n'étions rien d'autre que des mauvais perdants. Leila Aslaoui écrit à propos de l'incompréhension et de l'hostilité exprimée à notre égard dans plusieurs capitales européennes tout au long de la décennie 1990. Pourtant, nous fûmes nombreux femmes et hommes civils, invités par des associations à nous déplacer en Europe, aux États-Unis pour dire ce qui se passait réellement, pour sensibiliser. Force est de constater qu'il fut difficile, voire parfois impossible, de convaincre politique et société civile pour une raison toute simple. Lorsque l'autre refuse de vous entendre, de vous écouter, parce qu'il s'en tient à sa vérité, vous n'avez aucune chance de venir à bout de sa mauvaise foi. Nous avons eu des soutiens, certes, comme ceux de Madame Simone Veil, du défunt Stéphane Hessel, Jean-Pierre Chevènement, Harm Boot, journaliste hollandais qui, après avoir séjourné en Algérie, écrivait « L'État fonctionne normalement ». Ono Kyoto, de nationalité japonaise, Bois-Piquet Mancera, journaliste espagnol. Mais leurs voix et leurs écrits furent souvent couverts par la mauvaise foi des autres. Et il n'y a pas eu que le 22 mars 1993 où nous fûmes dans la solitude, seuls et incompris. Incompris non pas au sens « ils n'ont pas compris », mais au sens « ils refusent de comprendre ». Je me souviens le 2 novembre 1994 avoir rencontré Bernard Kouchner en raison d'une amie commune lors d'un de mes passages à Paris. La discussion porte bien évidemment sur l'Algérie. J'explique, je dis et je l'entends me répondre « Toutes ces morts sont regrettables, mais que voulez-vous, madame ?» À la violence des uns répond celle des autres. Parmi les démocrates assassinés, beaucoup ont eu le tort de soutenir le coup d'État militaire. Le fils a gagné. Le champion de l'humanitaire me signifiait froidement que les victimes algériennes du terrorisme islamiste méritaient de mourir assassinées. Comme l'on dit chez nous, Shahfihum, c'est bien fait pour eux. Je maîtrise ma colère parce que je refuse de faire dans l'émotionnel. Je rétorque « Monsieur Kouchner, vous êtes libre de penser que le totalitarisme prend le nom de démocratie lorsqu'il s'agit de mon pays, mais sachez que l'Algérie ne sombrera pas et un jour viendra où vous serez contraint de changer d'opinion car le terrorisme n'a pas de frontières. » Lorsque je l'ai vu à la télévision participer à la marche du 11 janvier 2015 à Paris, je me suis juste demandé ce qu'il me dirait aujourd'hui si je le rencontrais. Mais je ne le rencontrerai plus car le 2 novembre 1994 est un souvenir douloureux. 8 décembre 1994, André Michel, une amie du Parti socialiste depuis de longues années, m'invite à faire une intervention à Aubervilliers, Paris, sur la situation des femmes en Algérie. Les mines défaites d'Henri Emmanuelli et de Gérard Foulque du bureau politique du PS, présents à la conférence, me renseignent sur les véritables intentions des organisateurs du PS ce soir-là. Je parle de la résistance de femmes égorgées, kidnappées, violées. L'on attendait de moi la validation de la thèse « Aucune différence entre la barbarie islamiste et ceux qui la combattaient ». Mais pourquoi donc l'Europe n'a-t-elle pas voulu voir la logique des destructions et de nihilisme des islamistes, leur haine, leur xénophobie aveugle et sourde? Pourquoi donc l'Europe a-t-elle attendu d'être touchée
pour enfin comprendre que notre combat contre le terrorisme islamiste était juste. Pourquoi l'état d'urgence est-il normal en Europe et fut décrié hier en Algérie, qualifié de violation aux droits de l'homme par cette même Europe. Je me souviens également de Bruxelles en février 1995. La Belgique offrait en ce temps-là aux islamistes le statut de réfugiés et les accueillait à bras ouverts. Février 1995 donc, juste après le terrible attentat du boulevard Amiroche, le 30 janvier 1995. Je me trouve au Centre de presse international à Bruxelles pour une conférence débat sur l'Algérie. Aucun des intervenants lors de ce débat n'évoque l'horreur du boulevard Amiroche. Journalistes belges, politiques et autres reparlent de l'arrêt du processus électoral de guerre civile. Emina Bouabdallah, 20 ans, Souad Mehdi, 20 ans, Rachid Djoudi, 21 ans, Zekia Bouherd, 20 ans, Hakim Bourti, 20 ans, fauchés par la bombe, n'intéressent personne et surtout pas la presse belge, plus compatissante à l'égard des assassins. Des jeunes Algériennes, des jeunes Algériens, déchiquetés par ceux qui n'eurent pas besoin du mobile, arrêt du processus électoral interrompu pour sortir leurs bombes, leurs kalachnikovs, leurs couteaux. En 1981, en 1985, bien avant les législatives de 1991, n'avaient-ils déjà pas pris les armes contre la République? À Bruxelles, le journal belge Le Soir ne dit pas « Je suis les victimes du boulevard Amiroche ». Non, il reprend la déclaration du sinistre Anwar Haddem. La cible était le commissariat situé au boulevard Amiroche. Au même moment, un bus transportant des civils passait par là. Il était en ce temps-là bien au chaud aux États-Unis. De sa prison en Virginie quelques années plus tard, il tentera de nier cette déclaration en accusant la presse nationale d'avoir déformé son propos. Nombreux furent les Algériens et les Algériennes qui ont été durant les années sanglantes en Europe, aux États-Unis, voire en Asie pour expliquer, sensibiliser, rapporter la réalité selon leur vécu. Généralement, des associations les invitaient à faire des conférences. Mais n'est-il pas vrai qu'il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre? L'activisme d'Abdelhamid Mehri. L'activisme anti-HCE d'Abdelhamid Mehri, fâché de la direction prise par les événements, lui qui se voyait en cheville ouvrière de toute initiative, ne laisse pas de nous surprendre. Que veut-il? Tout bonnement remettre le fils en selle. Je tiens à le recevoir entouré par plusieurs responsables militaires. Nous lui posons une question. Qu'est-ce que vous attendez de l'armée dans une telle situation? Le chef du FLN louvoie. Est-ce que c'était la bonne solution? Sous-entendu l'arrêt du processus électoral. Quand nous disons à Mehri, mais convenez, parce que cela est vrai, que les intégristes ont divisé le pays et sont en passe de le précipiter dans le chaos. Convenez qu'ils ne veulent pas faire le ménage chez eux et qu'ils se sont alignés avant même l'arrêt du processus électoral sur ceux qui ont choisi la violence. Vous savez très bien, et vous-même, vous avez tenté de les convaincre que depuis octobre 1988 et jusqu'à l'arrêt du processus électoral, nous n'avons pas cessé de les mettre en garde. Mettez de l'ordre chez vous, nettoyez vos rangs. Leur avons-nous dit, ils n'ont pas voulu le faire. Ils ne voulaient pas s'amputer des excités qui leur permettaient de faire peur au pouvoir et à la population. Il répond, oui, c'est vrai, mais... En mettant la tonique sur le mais plutôt que sur le oui, Mehri restera sur cette position ambiguë jusqu'à la rencontre de Saint-Égidio qui le verra jouer les premiers rôles dans la pièce écrite par ceux qui voulaient mettre l'Algérie sous leur tutelle. Être incontournable à tout prix tient de l'élixir de jouvence pour nos historiques. Il est bien vu d'être modéré, sage, conciliant dans certains milieux outre-Atlantique et outre-Méditerranée, qui veulent nous faire comprendre que nous avons fait quelque chose d'inimaginable et qui coûtera très cher.